Chers abonnés de la page Facebook ainsi que de la chaîne YouTube de Sympavision, soyez les bienvenus à cette émission qui est une de vos émissions préférées. Aujourd'hui, nous allons entamer avec la recherche et la révolution qui se trouve au niveau de l'espace universitaire avec cette émission intitulée La recherche au service du peuple. Et sans plus tarder, nous vous demandons de faire le maximum de partage possible et nous demandons à ceux qui ne sont pas abonnés de s'abonner, à faire des commentaires et des partages possibles pour que les Maliens puissent s'imprégner de nos recherches au niveau de l'espace universitaire. Aujourd'hui, nous avons jugé nécessaire de faire appel à un acteur de l'espace universitaire qui est un homme remarquable, un homme qui se bat nuit et jour pour la qualité de l'enseignement au niveau de l'espace supérieur, précisément de l'espace supérieur privé. Et sans plus tarder, nous allons essayer de lui donner le micro pour qu'il se présente à vous, nos chers abonnés. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci bien, Dr Sampara. Moi, c'est Dr Haman Adjabekoui, bien sûr un docteur en sciences de gestion. Je suis actuellement le secrétaire général de Technolabista. Le nom réel de l'école, c'est l'Institut supérieur de technologie appliquée, mais on l'appelle communément Technolabista. Merci encore une fois de plus d'avoir accepté notre invitation. Monsieur Haman, le docteur en sciences de gestion, quelle sensation avez-vous de faire le partage de ce plateau avec votre jeune, disons, votre collègue? C'est un sentiment de joie, un plaisir partagé. C'est réellement une fierté de voir qu'aujourd'hui, Dr Sampara est à la tête de quelque chose qui ne peut qu'aller dans le sens de l'amélioration de l'enseignement, de la recherche en général. Et vraiment, je suis très content d'être parmi vous aujourd'hui et pour répondre à vos questions. Et le plaisir est partagé. Nous vous demandons de faire le maximum de partage possible parce que nous allons parler d'un thème très important, un thème capital, l'analyse de l'influence de la responsabilité sociétale de CEMOS sur le développement durable de Sadiola. Et aujourd'hui, nous avons sous notre plateau un docteur qui est un docteur en sciences de gestion et qui est spécialiste dans le domaine de la responsabilité sociétale des entreprises. Et sans plus tarder, notre première question est de savoir davantage le concept développement durable ainsi que la responsabilité sociétale des entreprises. À vous la balle. Merci, Dr Sampara. Merci pour cette question. Une question à peu près difficile, mais facile à répondre. Mais avant de répondre directement à ces deux concepts-là, oui, parlons un peu de l'environnement minier. Aujourd'hui, le Mali a un potentiel énorme en matière de ressources minérales. Et cela m'a amené à faire quelques recherches. Et il y a plusieurs problèmes à ce niveau. Aujourd'hui, normalement, nos ressources de sous-sol doivent normalement nous développer. Mais le Mali reste encore un des pays les plus pauvres au monde. Voilà le contraste. Comment est-ce que nous avons le potentiel, mais nous ne nous développons pas? Et pourquoi les multinationales sont là? Nous pensons qu'à l'origine, l'investissement dans un pays, c'est pour le développement de ce pays-là. Et quand nous prenons particulièrement le secteur des mines, ou quand nous prenons l'environnement minier, nous voyons aujourd'hui au Mali, il y a plus de 15 sociétés multinationales qui font l'extraction. 15 sociétés multinationales. Plus, même plus. Et là, à travers ça, on se retrouve dans le cadre du pourquoi du choix de votre thème. Voilà, justement. Et là, je vois que là où ces mines se situent, nous constatons toujours un appauvrissement constant et accru de ces mêmes localités-là. Comment ça? Voilà, ça c'est le contraste. Normalement, quand il y a un tel investissement, c'est-à-dire quand une société minière arrive, normalement depuis l'accord cadre, depuis la signature du partenariat entre cette société minière et l'État, ils promettent d'apporter un niveau de développement acceptable pour cette localité, pour la région et pour la nation. Mais est-ce que ça c'est obligatoire? C'est obligatoire.
Parce que normalement, ces investissements, on a accepté l'installation de ces sociétés minières-là pour pouvoir aussi, en retour, trouver un niveau de développement pour ce pays-là. Parce qu'ils participent quand même à l'économie nationale, ils participent à l'économie locale, ils participent à tous les niveaux. Normalement, la contrepartie de ces installations minières doivent être ce développement durable de cette localité, voire de cette région. Maintenant, sur cette base, c'est quoi concrètement la responsabilité sociétale des entreprises? Parce que nous entendons la responsabilité sociale, la responsabilité sociétale. C'est quoi concrètement ce concept? Voilà. À l'origine, on ne parlait pas de la responsabilité sociétale. À l'origine, on parlait de la responsabilité sociale de l'entreprise. C'est quoi? C'est la prise en compte des préoccupations des parties prenantes. Quand je dis parties prenantes, c'est l'ensemble des acteurs qui ont un lien direct avec l'organisation en question. Responsabilité sociale de l'entreprise, c'est la prise en compte dans les décisions de l'entreprise, ou dans la prise en compte dans les décisions de l'organisation des préoccupations sociales et économiques. Mais ce qu'on a vu avec le temps et avec l'avènement des multinationales, surtout d'extraction de minerais, nous avons vu qu'ils ont un impact sur l'environnement. Et voilà pourquoi ce troisième concept est rentré. Voilà pourquoi on parle de responsabilité sociétale. C'est le social plus le concept environnement. Donc, on tient compte de l'environnement. Et là, je me dis peut-être quand on parle de l'environnement, on parle de la préservation de l'environnement. Et du coup, cela me pousse à vous poser une question. Parce que quand on parle de la préservation de l'environnement en économie, on parle du développement durable. Et en ce moment, puisque on parle des deux concepts, concrètement, docteur, quel est le lien fondamental qui existe entre la RSE, responsabilité sociétale des entreprises, et le développement durable? Voilà. Avant de répondre à cette question, je crois que dans ma définition, j'ai dit que c'est la prise en compte des préoccupations économiques, sociales et environnementales des populations d'une communauté, voire d'une région. Et le développement durable, c'est quoi? C'est cette augmentation de croissance économique de cette localité-là. Et normalement, il doit y avoir un lien. Et ce lien, c'est l'action qu'une organisation a sur le développement ou le niveau de l'économie de la localité ou de la région. Pour être clair ou donner un peu la définition, la différence simple, c'est l'action des organisations et l'effet constaté de cette action, c'est ça le développement durable. Donc la différence, c'est l'action et l'effet de ces actions-là, des entreprises ou des organisations en général, qui fait la différence. Mais moi je me dis déjà que ces sociétés minières, une fois qu'ils souhaitent s'implanter dans une localité précise, payent des charges, des frais qu'il faut pour avoir la licence d'extraction de ces ressources. Mais pourquoi taxer ces acteurs qui payent préalablement une ressource colossale à l'État, mais aussi contribuent à créer de l'emploi? Pourquoi demander à ces sociétés encore de tenir compte de cet environnement? Est-ce que par finish, ces acteurs arriveront vraiment à tirer le profit nécessaire pour faire face à d'autres choses de la société ou de leur activité? Merci pour cette question très pertinente. Alors, rappelons que d'abord, l'objectif numéro 1 de toute organisation à but lucratif, c'est se faire de l'argent. Tout à fait. Alors, mais faire de l'argent ne signifie pas qu'on ne doit pas impacter son environnement, surtout l'environnement immédiat. C'est vrai qu'à l'origine, avant de s'installer, les sociétés minières signent des contrats. Et dans ce contrat, ils doivent dire aussi qu'ils doivent préserver l'environnement et aussi participer au développement de là où ils seront installés. C'est ça l'accord en fait. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Lors de mon passage à Sadiola, par exemple, j'ai constaté que la société dit qu'elle fait énormément d'efforts. Mais les populations pensent que ces efforts, c'est des efforts par rapport à l'État malien. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? L'État malien, qu'est-ce que les sociétés minières doivent à l'État malien? Généralement, ils doivent les impôts. Ils doivent les taxes communales. Et ça, je crois qu'ils payent ça normalement.
Maintenant, par rapport à la responsabilité sociétale, c'est-à-dire qu'est-ce qu'ils font pour impacter la vie des communautés sur place. C'est là le problème. Généralement, dans les sociétés minières, ils font des efforts, certes, mais c'est quel genre d'efforts? Est-ce que c'est des efforts de développement? Moi, je pense que c'est des efforts de survie. Ils financent quoi? Des AGR, des activités génératrices de revenus, qui, à moyen terme, peuvent aller vers l'échec. Parce que l'impact qu'une société doit avoir sur le milieu, sur le site direct, c'est plutôt créer quelque chose, un créneau porteur. Ce n'est pas financer, par exemple, la vente de poulets, financer un peu le maraîchage qui développe une communauté. Qu'est-ce qui développe une communauté? C'est le développement des infrastructures. C'est le développement de certaines activités qui peuvent être pérennes. Mais quand on ne voit que des traces je sais pas, de volonté d'assistance, moi je pense que la RSE, ou je pense que la contribution de ces sociétés minières laisse à désirer. Pensez-vous que les actions et les contributions, les efforts fournis par ces acteurs sont presque insignifiants? Justement, c'est insignifiant. Vu le niveau de développement de ces localités, je pense que cette contribution, elle est insignifiante. Vous, à leur place, est-ce que vous allez accepter de faire plus que ces promoteurs? Bon, comme je l'ai dit au départ, l'objectif numéro 1 d'une société, d'une organisation à but lucratif, c'est faire beaucoup d'argent, faire beaucoup plus de profit. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? À l'origine, lors de la signature du contrat, ils ont promis quand même un certain niveau de développement de la communauté, à travers peut-être les acteurs. Lors de mon passage avec mon guide d'entretien, j'ai eu à parler avec les autorités minières, avec les autorités coutumières et administratives. Maintenant, qu'est-ce qui ressort de ça? Parce que dans chaque commune au Mali, on a quand même des programmes de développement. Et ces programmes de développement sont dirigés généralement par les autorités administratives sur place, en plus de certains acteurs de la société. Maintenant, ce que j'ai remarqué, c'est que dans la plupart des cas, la population pense que les revenus issus de la société minière à leur profit sont mal gérés. Et je pense qu'on est là en train d'anticiper une partie de notre question. Mais partant de là, je m'en vais vous demander quelles sont les théories que vous avez eu à mobiliser pour conduire cette thèse. Oui, j'ai utilisé plusieurs théories, mais la plus importante, on ne peut pas ne pas traiter de la RSE, que ce soit la responsabilité sociétale ou sociale de l'entreprise, sans parler de la théorie des parties prenantes. La théorie des parties prenantes. C'est la théorie. C'est quoi la théorie des parties prenantes? Alors, c'est toujours par rapport à cette définition que j'ai donnée. Les parties prenantes, c'est l'ensemble de ces acteurs-là qui participent ou qui ont un lien direct ou indirect, mais qui sont en relation avec l'organisation. Je peux citer quelques-uns. Les parties prenantes sont constituées de quoi et de quoi? D'abord, il y a les autorités de l'organisation en question. Il y a aussi les autorités communales et coutumières. Il y a la population. Il y a les ONG. Et tout acteur qui participe à la vie de l'organisation de façon directe ou indirecte fait partie des parties prenantes. Et je crois que cette théorie, quelle que soit la zone géographique, c'est une théorie qui est vraiment adaptée pour l'étude de la RSE. N'est-ce pas? Maintenant, docteur Amanna, comment la responsabilité sociétale des entreprises de semences se manifeste-t-elle? Voilà, justement, très bonne question, et mon thème a porté sur ça. Alors, au sein de cette société, ils ont un service qu'on appelle communauté, qui est associé à un autre service qu'on appelle un service chargé de l'environnement. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Normalement, ces deux services travaillent ensemble dans le but d'améliorer les conditions de vie des populations présentes. Mais lors de mes interviews, qu'est-ce que j'ai remarqué? Ils disent qu'ils ont assisté la population sur certains plans. Ces plans, c'est quoi? Ils disent qu'ils payent les factures pour la population. Les factures comment? Pour les malades, qu'ils ont financé certains petits projets en complicité avec le chef de village ou la représentante des femmes, qu'ils ont fait ceci. Mais quand je suis parti interviewer les autres acteurs tels que les autorités municipales et la population,
pense que par rapport aux revenus générés par la société, ils ne font rien. Et j'ai vu dans la cour de la mairie des charrues, j'ai vu dans la cour aussi d'autres instruments de travaux, mais je crois que... Qui ont été livrés par ces sociétés. Par la société Sémence. Mais quand j'ai demandé le secrétaire général, que je ne veux pas citer, ou quand j'ai demandé le représentant des jeunes de la commune de Sadiola, je pense que la contribution est infime. Et cette contribution, il ne demande pas l'avis de la population. Je crois que pour aider une personne, la meilleure des choses, c'est lui demander comment est-ce qu'il veut être aidé. Mais ils développent des programmes qu'ils imposent, bien sûr en accord avec les autorités. Et voilà, ils disent, ils mettent dans leur budget, voilà, nous avons financé ceci, cela. Mais est-ce que réellement, c'est le besoin réel de la population? Et d'ailleurs, pour ne pas oublier, je crois qu'il y a un volet très important lors de la signature du contrat de cette société minière-là, où on parle du recrutement des jeunes de la population. Alors, qu'est-ce qui se passe? Généralement, c'est une commune rurale. La population a un très bas niveau de scolarisation. Et d'ailleurs, dans les résultats que je vais citer après, on va parler de ça. Nous voyons que malgré la présence de cette société minière sur place dans la commune rurale, Sadiola enregistre le plus bas niveau de scolarisation au Mali. Alors, maintenant, qu'est-ce qui se passe? On a dit dans le contrat qu'il faut recruter les jeunes de cette ville ou de ce village. Mais comment on va recruter des personnes non scolarisées? C'est très difficile. Or, dans l'accord, on dit, quand il y a un recrutement sur place, il faut recruter d'abord quelqu'un sur place. Ensuite, s'il n'y en a pas, il faut passer à l'extérieur. Mais généralement, les jeunes de là-bas, comment on les traite? C'est généralement des petits ouvriers. Et des petits ouvriers qui ne peuvent pas impacter directement, de façon significative, la vie de leur famille. Voilà pourquoi nous assistons à tous ces maux qui se passent au niveau de la commune rurale de Sadiola. Je pense que cette contribution que la société minière fait pour la ville de Sadiola, elle est insignifiante. Donc, c'est ça votre appréciation? C'est mon appréciation. Ok. Maintenant, comment avez-vous mené, parce que la thèse de doctorat, c'est pas n'importe quelle thèse, il faut au minimum 3 ans de recherche intense. Et je me demande, avec cette distance entre voilà, cette société minière et votre lieu de travail en tant que directeur des études au niveau de Technolab ISTA, qui est l'une des universités leaders au niveau de l'espace national. Mais je me dis comment vous avez pu emprunter un chemin limpide pour arriver à cette thèse. Et quelle méthode? Quel secret, vous, docteur Aman, avez-vous mis en place ou élaboré pour arriver à la conclusion? Merci. Ça, c'est une question aussi importante. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Et quand j'ai pris ce thème, bien sûr, après mes observations, rappelons qu'avant que je sois directeur des études, j'étais professeur permanent. Ensuite, j'ai été directeur des études adjoint. Donc, j'avais tout mon temps pour faire des cours dans les régions. Parce que Technolab n'est pas seulement Technolab Bamako seulement, mais on a aussi des délocalisations dans les régions, notamment à Caille. Nous avons un centre à Caille où je partais faire des cours de 1 semaine, 10 jours, 14 jours. Alors, c'est pendant ces sorties-là que je me suis dit, alors tiens, ce que les gens disent sur les sociétés minières et ce que la population pense de ces sociétés minières, pourquoi ne pas prendre ça? Et j'ai été aidé dans ce choix de façon très rationnelle par le président de l'Institut qui m'a soufflé le thème. C'est vrai qu'il voulait que il m'a proposé un thème sur l'environnement minier, mais qui finalement a abouti à ce thème-là de RSE. Mais quand même, c'est un projet que j'avais et je voyais que normalement, avec le potentiel minier du Mali, pourquoi ne pas traiter un thème sur ce potentiel minier qui ne porte pas de fruits? Qu'est-ce qui bloque? Qu'est-ce qui ne va pas? Est-ce que la présence de ces sociétés minières, parce que quand on prend la région de Caille, ça c'est une zone par excellence de présence des sociétés minières. Caille et Sigasso, aujourd'hui,
C'est là où c'est concentré la plupart de ces multinationales qui exploitent l'or. Alors, mais ces deux régions encore, leur richesse ne vient pas de l'extraction de ce minerai. Alors, je me suis dit, pourquoi ne pas me pencher sur ce projet de recherche et voir qu'est-ce qui bloque, qu'est-ce qui ne va pas. Est-ce que réellement c'est une mauvaise gouvernance des revenus issus de cette extraction ou est-ce la population qui ne dit pas la vérité? En tout cas, il fallait que je comprenne qu'est-ce qui ne va pas. Maintenant, comment vous avez procédé à l'enquête? Voilà. Alors, d'abord, comme vous l'avez dit, pour faire une thèse, il faut faire quand même un outil de recherche, de questionnement. C'est comme ça que j'ai élaboré un guide d'entretien. Ce guide d'entretien, il y en a plusieurs. Hein. J'avais élaboré plusieurs guides d'entretien. Il y avait un guide qui est adressé aux autorités minières, parce qu'il faut comprendre qu'est-ce qui ne va pas avec les thématiques. Oui. Ensuite, j'ai élaboré des guides d'entretien pour les riverains. Les riverains, c'est la population. Ensuite, un autre guide pour les responsables coutumiers et administratifs. Et c'est à l'issue c'est avec ces guides que j'ai approché et interviewé ces acteurs-là pour comprendre, bien sûr, avec des thématiques bien précises. Ces thématiques, c'est la gouvernance. Ces thématiques, c'est aussi la vie de la population, ainsi de suite. C'est pour comprendre quelle est l'interaction, qu'est-ce qui est le lien entre la RSE et le développement qui se veut durable de la commune. Et maintenant, le résultat auquel vous êtes parvenu, vous avez parlé de la gouvernance, du niveau de vie de la population. Concrètement, qu'est-ce que vous avez pu obtenir en termes de fruits de ces 3 ans d'activité sur le terrain? Voilà, les recherches ont porté fruit. Chacun des acteurs que je viens de citer ont parlé. Ça a été enregistré, analysé. Et finalement, on a reçu des résultats. Mais de prime abord, principalement, ces résultats, c'est que dans cette analyse, nous avons remarqué que la RSE de CEMOS n'a aucun lien avec le développement durable de Sadiola. Pourquoi? Il n'y a pas ça n'impacte pas positivement. Parce que normalement, une RSE est là pour quoi? Pour aider de façon durable la population. Vous affirmez ça? Je l'affirme. Parce qu'aujourd'hui, quand vous voyez l'état où il y a la commune de Sadiola, où on peut voir des mots tels que la prostitution, une démographie, une forte présence d'orpaillage, une vie dégradante de la population, je ne vois pas le lien entre une RSE qui se veut vecteur de développement et dans cette commune-là. Parce que quand Sadiola est situé à 80 km de la ville de Caille. Mais même le goudron qui mène de Sadiola à Caille, c'est l'État qui l'a fait. Et là, on ne remarque aucune structure qui est important que Sadiola a pu mettre sur pied. Peut-être certains, les autorités, mais dans la gouvernance de la société, on voit que les choses sont bien définies. La société doit participer à la vie de la population. Mais dans les faits, qu'est-ce qui se passe? Parce que c'est ça le problème. Et ils disent qu'ils ont bien fait. Tous les projets présentés ont été financés. Mais ce n'est pas ça l'objectif de la RSE. L'objectif de la RSE, c'est développer de façon significative la vie des populations. Maintenant, certains me diront que peut-être qu'ils ont donné l'argent, mais l'argent a été mal géré. Nous savons tous comment ça se passe quand on donne de l'argent aux autorités municipales. Comment est-ce que c'est géré? Comment est-ce que le chef de village, le maire, la représentante des jeunes, le représentant des jeunes, la représentante des femmes, comment ils gèrent cet argent? Maintenant, concrètement, Oui. et quelles recommandations pouvez-vous faire auprès de ces sociétés Voilà. pour que la population sente leur implication dans la vie de cette communauté? Merci pour la question. Alors, moi, mes recommandations sont très simples. D'abord, en amont, il faut que le pays, l'État lui-même, ceux qui sont en charge de la signature de ces contrats, d'améliorer un peu la législation en matière d'exploration et d'exploitation minière. Parce que qu'est-ce qui se passe?
l'installation ou l'avènement, ou la venue d'une société multinationale ne doit pas se limiter seulement au paiement des impôts. Nous pensons que une société minière impacte, soit positivement ou négativement, quand même son site. Et normalement, la population doit sentir ou peut-être bénéficier des effets de cette multinationale. Alors qu'est-ce qu'ils font? Ils font l'extraction de ces minéraux-là. On ne sait pas quand est-ce que, qu'est-ce qu'ils font. Parce qu'aujourd'hui, la population me dit qu'ils voient qu'ils sont là, mais on ne sait même pas ce qu'ils sont en train de faire. Ce qui est sûr, ils sont en train d'exploiter de l'or. Quelle est la quantité sortie? Quelle est la quantité qu'ils ont eue par jour, par heure ou par année? On ne le sait pas. Mais est-ce qu'il y a une possibilité que la population, même elle, joue un rôle dans la mise en place d'un modèle adéquat pour leur vie? Pour leur survie, je dirais ainsi. Alors, moi, ce que je pense, déjà dans les communes au Mali, il y a ce qu'on appelle le PRODES. Il y a un plan de développement de chaque commune au Mali. Maintenant, est-ce que dans ce plan de développement, qui d'ailleurs, normalement, on dit qu'il y a les représentants de chaque couche de la population, certes, c'est vrai, mais de façon significative. Est-ce que le Mali, on a pris en compte dans l'élaboration de ce plan, ou lors de l'élaboration de ce plan de développement, est-ce qu'on prend en compte réellement les priorités des populations? Est-ce que la législation en vigueur au Mali met l'accent sur le développement des localités? Parce que je crois qu'aujourd'hui, les multinationales, ils viennent chercher de l'argent, certes, et le potentiel est là, mais qu'ils fassent aussi leur rôle de développeurs de ces communes ou de ces communautés-là. Mais on voit qu'ils viennent, ils font leur travail, ils payent les impôts réglementaires, mais quant au développement significatif de leur environnement direct, on ne sent pas des effets. Ce n'est pas que seulement à Sajola, on peut le remarquer même aussi à Yanfolila ou en tout cas principalement dans la région de Sikasso, où là aussi on sent aucun investissement considérable. Parce que c'est ça dont je parle. C'est-à-dire normalement, qu'ils puissent mettre en place quelque chose qui peut employer les jeunes. Parce que les mots que je disais auparavant, quand vous rentrez tout de suite dans certaines communes où il y a des sociétés minières, on sent tout de suite qu'il y a le sous-développement. Quand vous prenez certaines localités, vous sentez tout de suite qu'il y a beaucoup d'étrangers qui viennent pour plusieurs raisons. Et quand vous prenez par exemple certaines maladies telles que le sida, on voit qu'il y a plus de sida dans ces zones-là. Quand vous prenez le sous-emploi, quand vous prenez l'orpaillage même est un effet direct du manque de développement de ces sociétés. Et aujourd'hui, on sait que partout dans ces zones minières, il y a ces présences anarchiques ou informelles d'exploitation qui sont les orpailleurs. Merci, docteur, pour cet éclaircissement. Alors, quelle a été la limite de votre thèse et votre vision future pour l'espace universitaire? C'est une très bonne question. Je commencerai par ma vision. Parce qu'en matière de science, on ne peut faire que une partie. Et ce que j'ai pu faire comme travail de recherche, je crois que quelqu'un d'autre peut continuer la même chose. Parce qu'il y a des volets que j'ai traités, il y a d'autres volets que je n'ai pas pu faire. Donc ce ne serait qu'un parchemin pour tout chercheur. Et je sais que le Mali regorge de ses potentialités de jeunes qui peuvent faire beaucoup de choses. Alors, ce que je peux dire, par contre, par rapport à cette vision de la recherche, je vois que les jeunes d'aujourd'hui, il y a plusieurs qui sont réellement dans la recherche. Et je sais qu'il y a des grands maîtres aussi qui sont en train de nous encourager. Et par là, je profite pour faire un grand merci à notre grand maître, monsieur Zachary Yaoukaka. Il risque de te demander de payer des colas de 4 viens. Voilà. Et aussi tous ces acteurs-là qui ont aidé les jeunes pour le développement de la recherche au Mali. Je crois que l'espoir est permis. Je crois que la recherche au Mali, on doit essayer de l'appliquer dans la vie réelle de tous les jours. Parce que c'est ce qui manque. Quand vous faites un petit recul, les gens pensent que c'est des professeurs, ils ont fait des thèses, ils ont fait des travaux.
mais ça n'a aucun impact sur la vie réelle de la population. Je crois qu'il se trompe un peu. Je crois que chaque travail de recherche peut être exploité de manière rationnelle sur ou dans la vie des populations. Par exemple, ce travail de recherche que je viens d'élaborer, ça peut aider aujourd'hui certains acteurs, peut-être les autorités minières, à revoir leur politique de développement sur site. Ça peut aussi aider la population ou les acteurs de cette population-là, ceux qui peuvent prendre des décisions, à peut-être constituer plus de dossiers qui peuvent amener à des bons projets, qui ne sont pas des projets de survie à court terme. Je crois que ça peut aider vraiment l'ensemble de ces acteurs. Et ce n'est pas que seulement ce travail de recherche. La plupart des recherches peuvent vraiment aider la population. Mais nous constatons que c'est des parchemins qui sont jetés dans des bibliothèques, qui ne sont pas très exploités. Aujourd'hui, c'est l'État même qui doit faire une vraie politique dans ce sens et dire que pour mettre peut-être, essayer de voir comment appliquer les résultats de ces recherches-là sur le terrain. C'est vraiment important. Voilà ma vision. J'aimerais bien que l'État prenne des dispositions dans ce sens et essayer d'appeler tous les chercheurs pour leur dire, voilà, vous avez fait des travaux, concrètement, qu'est-ce qu'on peut faire avec ces travaux-là? Je crois que ça, c'est vraiment important. Je pense qu'avec ces sorties médiatiques, Voilà. Ça peut avoir un impact positif sur la vision et la pensée de l'État et de ces sociétés minières. Voilà. Nous allons prier que le bon Dieu nous assiste sur le droit chemin, que ces décideurs reviennent à la raison pour respecter ce qu'on appelle les principes de la responsabilité sociétale des entreprises qui a comme finalité le développement durable. Docteur, nous sommes vraiment ravis de vous recevoir sur ce plateau et avant de mettre fin à cette discussion, à ce débat si riche que nous venons d'entendre ou de faire tout de suite, vous avez la parole pour lancer votre dernier mot à l'endroit de nos chers abonnés. Merci beaucoup. Avant de parler à mes abonnés, il faut faire un grand merci à mon employeur, le président Daouda Diakité, qui m'a beaucoup aidé, beaucoup encouragé, qui m'a permis, qui a été quand même un grand acteur dans ma vie professionnelle ainsi que dans mon travail de recherche. Oui. Un grand merci à lui. Un grand merci aussi à tous mes collaborateurs, notamment tous les travailleurs de Technolab et aussi les partenaires de Technolab. Ils ont participé quand même de façon directe ou indirecte dans ma vie. Alors je leur dis merci pour leur confiance, merci pour leurs conseils, merci aussi pour leur encouragement. Ensuite, je reviens à nos chers abonnés de Facebook et de YouTube. Un grand merci à eux aussi de prendre un petit temps pour nous écouter, pour nous comprendre, pour nous suivre. C'est important. Et je crois qu'ils doivent beaucoup cliquer, beaucoup aimer, parce que ce travail que Dr Sempara est en train de faire, c'est un travail peut-être aujourd'hui de fourmi, mais c'est un travail très important dans la recherche. C'est un travail très important dans le développement d'un pays. Et c'est un travail très important pour la promotion de lui-même et aussi la promotion de la science en général. Et je crois qu'on ne peut demander qu'au bon Dieu, Allah, subhanahu wa ta'ala, de lui donner une longue vie pour continuer, pour pérenniser toujours ce travail-là, qui ne peut être que l'intérêt et le bénéfice pour tous les Maliens. Merci, docteur. Merci, docteur Aman, d'avoir accepté notre invitation pour l'émission si spéciale dans le domaine de la recherche, dénommée la recherche au service du peuple. La recherche au service du peuple, c'est une émission inédite qui vise à faire la promotion de la recherche au niveau de l'espace universitaire. Et chaque semaine, nous nous donnons la peine de faire appel aux acteurs influents, aux acteurs qui ont fait des recherches dynamiques pour que vous vous imprégniez de ce que nous faisons au niveau de l'espace universitaire, mais aussi pour permettre aux entreprises de s'imprégner des réalités de la recherche au niveau de l'espace universitaire et voir, si possible, s'il y a des organisations ou la nation, il y a des décisions qu'ils peuvent prendre pour aider cette communauté de recherche. Nous demandons à l'État ainsi qu'à la communauté nationale qu'internationale, les ONG, les entreprises, d'assister ces acteurs dans le domaine de leurs compétences. Et sans plus tarder, nos chers abonnés
de la page Facebook ainsi que de la chaîne YouTube. Nous vous remercions par rapport à votre aimable attention. Nous vous demandons de faire le maximum de likes possible, de commentaires ainsi que de partage. Abonnez-vous. On se donne rendez-vous à une prochaine émission. À plus.